Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Combien d'adultes sont tellement froids en apparence qu'on imagine qu'ils n'ont aucune sensibilité. Eh oui, mais cette insensibilité, c'est peut-être durant l'enfance qu'ils l'ont mise. Leurs parents n'ont peut-être pas su laisser leurs émotions s'exprimer. Et puis, à force d'être bridé dans ses émotions, eh bien, l'enfant apprend à se les museler. Et plus tard, eh bien, il est difficile pour lui de posséder ce que j'aime appeler l'intelligence émotionnelle. Avec notre invité Stéphane Clerget, je vous propose de vous aider à décoder si votre enfant est hypersensible. Il pourra alors vous proposer des solutions pour que vous puissiez aider votre enfant à surmonter sa sensibilité, peut-être un peu trop exacerbée. Je sais, on dit souvent que l'hypersensibilité est un obstacle aux relations sociales. Personnellement, je ne crois pas. Je suis même certaine qu'elle aide à mieux comprendre les autres, à développer son empathie. Mais pour cela, il faut bien sûr avoir été compris par ses parents ou alors avoir su réparer son enfant intérieur. C'est ce que je vous propose durant ces 2 heures. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour nous en parler. Et pour ça, vous appelez le 0826 300 300. Avant de vous présenter Stéphane Berger, je vais vous donner le programme du jour. En devise du jour, on va voir quelle est la différence entre les règles et la discipline. En love conseil, je vous propose d'être tactile et en sexo, de laisser se réveiller la bête qui sommeille en vous. Et notre débat, 3 minutes pour convaincre, ce sera: il faut toujours laisser ses émotions s'exprimer, même la colère. Stéphane Clerget, bonjour. Bonjour Brigitte. Vous êtes pédopsychiatre, vous avez écrit de nombreux ouvrages et celui qui va nous servir de fil rouge aujourd'hui s'appelle Hypersensible, hyper amoureux. C'est aux éditions de la Musardine. Un grand succès, il est sorti en poche d'ailleurs, tellement beaucoup de gens l'ont acheté. Alors, hypersensible, on met ça un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'un enfant ou qu'un adulte est hypersensible ou pas? Quels seraient les repères, Stéphane Clerget? Oui, on met à toutes les sauces parce qu'on connaît mal. Ça commence très tôt, l'hypersensibilité. Dès la naissance, j'allais dire. On a des bébés hypersensibles. Il y a une inégalité dès la naissance, donc il y a probablement des facteurs génétiques qui restent à découvrir. Il y a plusieurs aspects. Il y a chez l'enfant déjà souvent une hypersensorialité. Ça va être des enfants qui vont être très sensibles au bruit, sensibles positivement, c'est-à-dire que par rapport à une musique, ils vont être sensibles. Mais aussi un bruit trop fort peut les mettre mal à l'aise, sensibles à l'odeur, donc pareil, ça peut être positif. Donc c'est les sens, les 5 sens qui sont exacerbés. Voilà, ça c'est souvent associé à l'hypersensibilité, pas systématiquement, mais c'est souvent très, très présent. C'est des enfants qui vont avoir du mal à exprimer leurs émotions, et donc avant la période de la parole, eh bien c'est des enfants qui vont potentiellement beaucoup s'agiter. Ça bout de l'intérieur. Voilà, exactement. Et souvent, il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs qu'on dit hyperactifs et qui sont en fait tout simplement hypersensibles au bruit, hypersensibles aux autres aussi. C'est-à-dire que tout ce qui stimule, tout ce qui nous stimule, eh bien, va les stimuler 10 fois plus. Alors, qu'est-ce qui stimule un enfant ? On l'a dit, l'odeur, le bruit, mais aussi les autres personnes, les autres enfants. Donc c'est des enfants qui vont réagir de manière trop intense aussi à la relation. Donc soit ils vont être un peu envahissants, débordants, soit au contraire très en repli, très introvertis, parce que c'est trop fort pour eux. Bon, évidemment, à l'adolescence se posent les questions sentimentales. Mais ce qui est important déjà dans ce que vous dites, Stéphane Clerget, c'est que c'est pas forcément un enfant qui est plus en colère ou qui pleure plus. C'est des signes, j'allais dire, plus généraux finalement que vous êtes en train de décrire. Oui, parce qu'en fait, ça touche toutes les émotions. La colère, c'en est une, mais il y a d'autres émotions, même les émotions joyeuses. Un enfant qui, grâce à son environnement, est plutôt joyeux, il va l'être, mais de manière un peu débordante. C'est-à-dire qu'il va s'exciter pour pas grand-chose. Et on l'amène chez pédopsychiatre. Mon enfant, il est trop excité, il faut le calmer. Alors que c'est une excitation de joie, de plaisir, mais effectivement excessive par rapport à la moyenne des enfants de son âge.
Et puis, ça va être des enfants qui, du coup, de ce fait-là, peuvent avoir des problèmes aussi à l'école. Le savoir, vous savez, l'apprentissage, quand on apprend des choses, ça n'est pas anodin. C'est un impact aussi émotionnel sur nous. Et ça peut jouer, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, pour certains apprentissages, ça va les toucher, et ils peuvent rencontrer du coup des difficultés aussi. Hein. On parle notamment de l'hypersensibilité des enfants précoces, par exemple. C'est des choses qui peuvent s'associer. Donc l'hypersensibilité peut être associée à d'autres choses. Donc ça donne un tableau un peu complexe. Ça va être aussi des enfants qui, du coup, face à la frustration, vous parliez de la colère, c'est vrai que face à la frustration, ils vont évidemment avoir plus de mal que d'autres à gérer leurs émotions. Bien sûr. La frustration, ça génère une émotion négative. Chez eux, ils vont faire une crise de nerfs, comme voilà. on dit. Voilà, leur réaction est beaucoup plus intense que chez d'autres enfants. Donc c'est tous ces signes-là qui peuvent être particulièrement intenses et du coup compliqués à vivre aussi par l'entourage parental. Mais est-ce que, alors j'entends bien ce que vous dites, Stéphane Clerget, mais est-ce que un manque, par exemple, d'éducation un petit peu plus sévère ou des enfants un peu trop laissés à l'abandon peuvent aussi manifester ce genre de choses sans pour autant être hypersensibles, non ? Oui, c'est vrai. Donc il faut évidemment différencier des enfants agités, agressifs en permanence par une carence éducative. C'est pas ça l'hypersensibilité. Mais comme les parents ne se remettent pas en question, c'est très difficile pour vous, pédopsychiatre, de faire la différence, j'imagine. Oui, en fait, ça demande un peu de temps. Il faut une vraie enquête et surtout relever les différentes situations où l'enfant est excessif. Encore une fois, si on n'est que dans la colère ou dans la frustration, c'est que c'est pas qu'un problème d'hypersensibilité. Là, c'est plutôt un problème d'éducation. Voilà. En général, l'enfant hypersensible, c'est à tous les degrés. Hein. C'est la joie, la tristesse, la peur. Oui. Et puis souvent, c'est des enfants qui ont une grande empathie. L'enfant dont on se désintéresse et qui du coup crise parce qu'on ne s'en occupe pas et qu'on lui apprend pas les règles, c'est pas un enfant très empathique. Il est bien forcément obligatoirement centré sur lui-même. Qui peut être un peu méchant avec ses camarades. Et alors, si on n'a pas pris en compte cette hypersensibilité durant l'enfance, est-ce que ça fait forcément des adultes qui vont être un petit peu avec un masque de froideur ou pas ? Parce que ça peut être les deux. Il y a vraiment les deux profils. Ça peut être des enfants qui, du coup... vont essayer de maîtriser tout ça, mettre tout ça et se mettre à l'abri de leurs émotions parce que c'est trop pénible. Et du coup, c'est des enfants qui, en grandissant, vont s'isoler, vont devenir introvertis, vont se replier, éviter toute confrontation avec l'extérieur. Et donc, on va avoir peur d'aimer, évidemment. Avoir peur d'aimer, notamment, ouais, un peu. Ça peut évoquer parfois un peu l'autisme. Et d'autres, à l'inverse, qui sont exubérants, qui vont verbaliser dès qu'ils vont ressentir une émotion, qui vont somatiser. On peut parler, on a l'impression parfois que c'est de l'hystérie, qui sont un peu trop débordants, un peu trop envahissants, mais ça peut être des choses un peu négatives, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui ne supportent pas devenus adultes, ne supportent toujours pas la frustration, au volant notamment, ou dans leur vie de couple, qui sont trop excessifs et trop réactifs surtout, à tout. Et ça leur joue des tours, parce qu'aujourd'hui, c'est pas très bien accepté. Il faut se maîtriser, il faut se contrôler. Et quelles sont les solutions ? C'est peut-être ce qu'on va voir tout au long de ces 2 heures avec nos témoignages, bien sûr. Et c'est Delphine déjà qui est avec nous. On lui donne la parole dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Clerget et nous parlons de l'hypersensibilité, notamment durant l'enfance. Et c'est vrai qu'il vaut mieux que les parents soient avertis et qu'ils puissent canaliser tout ça. Et justement, Delphine est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Donc vous avez une fille qui a 12 ans, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc d'abord merci de me recevoir. Et donc oui, j'avais des questions parce que il se trouve que nous, notre deuxième enfant donc est une fille et que elle a un grand frère qui a été un peu plus jeune. Comment on dit, identifié, enfin je ne sais pas trop détecté, c'est les termes des médecins, avec c'était un enfant très très actif
hyperactif, donc il a été détecté au potentiel intellectuel, et avec ça, il y a eu une corrélaire qui est l'hypersensibilité. Et en fait, nous, on a découvert l'hypersensibilité à mesure qu'il avançait dans l'âge, et ça a été détecté au moment de l'arrivée de sa sœur. Donc, si vous voulez, par rapport à l'histoire, je dirais, de la famille, l'hypersensibilité d'Erwan, elle a été englobée dans le mouvement de l'arrivée de sa petite sœur, et c'est quelque chose qu'on a géré sans se poser de questions, en fait, puisqu'on était déjà accompagnés. Et aujourd'hui, sa sœur a 12 ans, et on a bien l'impression qu'elle a des comportements dans ses réactions qui sont très dans le reflet de ce que faisait son frère. Typiquement, ça va être je fais mes devoirs, j'ai une contrariété parce que l'énoncé de ce qui m'a été donné au collège n'est pas le même que ce que je retrouve sur le logiciel que me donnent les professeurs. J'ai une montée de colère qui enchaîne une montée de larmes, qui redescend, puis je vais m'enfermer dans ma chambre et je claque la porte. Et puis après, elle revient en disant « là là, je suis une mauvaise fille » ou alors « pardon maman », alors qu'en fait, elle n'a pas fait de bêtises et que tout ça l'a complètement retournée. Ou alors, ça va être une crise de larmes parce qu'on se moque d'elle, mais elle n'est pas prête à recevoir la moquerie. Donc du coup, bon, ça, c'est une attitude normale. Mais du coup, ça en revient à « je me renferme sur moi-même et je vais m'isoler » ou « je me détache du groupe ». Enfin, c'est des réactions qu'elle n'avait pas jusque-là parce que je pense que l'adolescence n'était pas là. Alors, il y a ce paramètre-là aussi, qui certainement exacerbe ces réactions. Mais du coup, je vous avoue qu'avec mon époux, on se questionne pas mal parce que, comme en plus, là, dans ce que j'ai entendu dans l'introduction que vous avez donnée, Stéphane, j'entendais que c'était des enfants qui sont très empathiques. Et Louise, c'est une petite fille qui a toujours été très, très gentille, qui est capable de donner, comme on dit, plutôt sa chemise à ses petits copains, qui va prêter un stylo à son petit camarade qui n'en a pas, qui anticipe même parfois les besoins. Et du coup, je vous avoue que on sait plus trop bien quoi faire, comment se comporter. Enfin, c'est pas toujours évident à gérer dans le quotidien, tout ça. Eh bien, Stéphane Clerget va vous donner quelques conseils judicieux. Oui, alors bon, vous avez l'air de décrire une jeune fille qui est assez sensible, en effet, oui. Mais ce qui est possible, ce qui est peut-être souhaitable si son hypersensibilité vous inquiète, c'est qu'elle soit uniquement liée à la puberté. C'est-à-dire qu'on peut être hypersensible à vie, mais on peut aussi avoir des périodes dans sa vie où va naître une hypersensibilité. C'est vrai au moment de la puberté, avec tous les remaniements neurologiques et hormonaux qui s'opèrent. Ça peut être vrai aussi au moment de la ménopause, par exemple. Il y a des périodes dans la vie où l'hypersensibilité peut être présente, mais de manière transitoire. Donc si elle n'était pas auparavant et qu'elle l'est actuellement, on peut penser que c'est en lien avec les changements qui s'opèrent en elle et que les choses vont s'apaiser d'ici 2-3 ans. Pour autant, face à une adolescente de cet âge-là hypersensible, ce qui importe, c'est de réagir en ne réagissant pas trop, justement. C'est-à-dire que quand l'enfant exprime avec intensité des émois, il faut pas en rajouter, il faut pas soi-même paniquer, il faut pas se mettre en colère. Il faut apaiser si besoin, si on est sollicité pour ça, mais ne pas surréagir parce qu'on met évidemment de l'huile sur le feu. Et puis, d'une manière générale, il faut faire en sorte qu'elle puisse avoir une vie la plus régulière possible, sans avoir forcément une routine, mais en tout cas d'éviter les hyperstimulations, s'assurer qu'elle ait, par exemple, un sommeil suffisant, et puis lui permettre de verbaliser au maximum ce qui lui arrive. Très bien. Oui, c'est ce que c'est ce que vous avez l'air de faire, de toute façon. Oui, c'est ce en fait, il y a débat à la maison parce que, compte tenu du fait qu'il y ait le précédent, mais c'est pas parce qu'on est dans une fratrie qu'il y a un lien entre les. Enfin, moi, je pense que les enfants peuvent avoir des personnalités différentes, et c'est pas parce qu'il y a eu un précédent avec son grand frère que typiquement elle serait inscrite dans le même schéma. Et en fait, le débat, il est surtout entre mon époux et moi, parce que le papa, lui, il aurait tendance à dire on va l'emmener consulter, etc. Là où moi, j'avais pensé au jeu des hormones et où j'étais un petit peu plus timorée dans ma réaction, parce que je me dis que peut-être sortir la grande artillerie tout de suite, ça fait 3-4 mois que c'est comme ça, ça fait pas 2 ans, donc il faut peut-être pas se précipiter sur un plan d'action tout de suite. Il y a peut-être juste à être vigilant. J'ai remarqué déjà qu'au niveau du sommeil, dès qu'il y a une contrariété ou qu'il y a un événement dans la journée qu'elle peut pas verbaliser,
après, l'endormissement est compliqué. Donc, on essaye de se mettre à sa disposition. Et puis, bien sûr, on a enlevé tout ce qui est hyper stimulant à partir de 18h30, 19h. Typiquement, l'écran du téléphone, par exemple. Oui, Donc, écoutez, vigilant. moi j'ai envie de vous rassurer, Delphine. J'ai l'impression que vous gérez assez bien la situation. Vous êtes assez lucide. Vous êtes vous observez votre fille, ce qui est déjà une bonne réaction de parents. Mais en même temps, vous n'êtes pas là en train de dramatiser au moindre signe. Donc moi, je pense dans ce que vous a dit Stéphane et la manière dont vous gérez les choses, tenez bon par rapport à votre mari. Vous êtes peut-être plus dans le vrai que lui, me semble-t-il, non, Stéphane? Oui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas lieu de cristalliser non plus sur le plan psychiatrique ces mouvements émotionnels. Si une présence parentale est possible, si des échanges avec les parents sont possibles, ça peut tout à fait suffire pour l'accompagner dans cette période un peu tourmentée. Et puis, après, voir effectivement aussi ce qui peut l'apaiser. Il y a, par exemple, des exercices physiques qui peuvent aussi calmer un peu le jeu, ou si elle est à l'aise dans la lecture, lui donner des possibilités aussi d'être seule dans sa chambre à lire tranquillement. C'est des choses aussi qui permettent d'apaiser cette hypersensibilité. Et est-ce que ma question c'était, peut-être qu'elle est hyper subjective, elle est peut-être trop subjective pour avoir une réponse, mais je veux dire en termes de période, l'adolescence c'est quand même une période qui s'étend un petit peu, donc c'est peut-être pas, tout ce qui est tant qu'on est vigilant à ce qui se passe autour d'elle, il n'y a peut-être pas besoin d'aller à la consultation, etc. Si on est assuré du fait qu'elle puisse dialoguer avec des personnes qui l'écoutent, c'est déjà un bon moyen de l'accompagner dans ce qu'elle vit, non ? Oui, tout à fait. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Il faut effectivement la période de l'adolescence, la puberté, les remaniements qui s'opèrent ne sont pas une maladie en soi. Ils ne justifient pas une consultation systématique. Tant qu'il n'y a pas de plainte précise et de dépression ou d'idées noires, et qu'elle-même ne réclame pas de rencontrer un médecin, il n'y a pas lieu de vous précipiter. Eh bien voilà, je pense que Delphine est un petit peu rassurée. Merci en tout cas Delphine d'avoir témoigné. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil et on va être un peu plus tactile. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Stéphane Clerget, vous parlez de l'hypersensibilité aujourd'hui, et moi je vais parler du toucher. Est-ce que l'hypersensible a des réactions plus vives si on le touche ? Ça, c'est déjà une question que, c'est le cas. que je me suis posée. Si on parle de l'hypersensibilité chez l'enfant, le premier signe qu'on peut observer, c'est l'enfant qui ne veut pas mettre certains vêtements. Et qui du coup parce que ça gratte, ça. Voilà, ça le touche, ça le gratte, c'est trop serré. Oui, je me doutais, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce Love Conseil. Alors, parce que le toucher, c'est quand même un de nos sens essentiels, et donc, autant le savoir et profiter de ce sens pour aller bien. Et quand on est en couple, que ce soit récent ou de longue date, je trouve que les gestes ne devraient pas être anodin, gratuit, et il faudrait pas qu'il y ait des gestes dans le but d'obtenir un rapport sexuel. Je trouve que le toucher devrait être un langage amoureux comme les mots, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, c'est bien de le dire. Ben, c'est bien de le rappeler, oui. Et puis, un conseil que je peux donner également, si votre partenaire a un souci ou est triste, le fait de poser sa main sur son bras ou de la toucher ou le toucher au niveau des épaules, eh bien, ça a déjà quelque chose de rassurant, et ça montre aussi qu'on est dans l'empathie de sa tristesse ou de son souci. Oui, avec l'enfant hypersensible qui pleure aussi. Et après, on peut avoir des gestes plus sensuels, notamment au restaurant, quand vous passez la main sous la table, sur le genou, ou si vous touchez, pourquoi pas, des zones qui sont neutres, comme le dos, le cou. Eh bien, tout ça est aussi un échange tactile qui renforce le lien, et parfois mieux qu'un long discours. Et puis, si vous avez du mal avec le toucher, eh bien, c'est important d'apprendre, en fermant les yeux,
de toucher différentes matières pour vous rendre compte à quel point on a une sorte de sixième sens au bout des doigts. Vous fermez les yeux, puis vous touchez du velours, de la toile enfin bref, vous touchez différentes matières. La toile de jute. Exactement. Enfin bon, et vous allez vous rendre compte que en fait, on est beaucoup plus sensible par du bout des doigts qu'on l'imagine quand on a du mal avec le toucher justement. Et enfin, eh bien de temps en temps, c'est pas mal de marcher pieds nus pour avoir aussi la sensation de ces messages qu'on reçoit de par le corps de la plante des pieds. Voilà, c'est bien de se rendre compte que le toucher est très très important et que c'est un langage à lui tout seul. On retrouve Marlène maintenant. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Marlène. Eh bien, on vous écoute. C'est votre fils qui a 9 ans, hein, dont vous avez envie de parler. Oui, il a bientôt 9 ans, au mois de décembre, il aura 9 ans, donc encore 8 ans. Et il est TDAH, donc on a pu diagnostiquer son TDAH à l'âge de 5 ans et demi quand il est rentré en CP. Mais pour moi, c'était déjà du acquis avant de passer les tests. Hein. Dans le sens où il y a eu déjà de nombreux problèmes, j'appelle ça problème à l'école, de manque de concentration, de savoir tout simplement. Non, manque de savoir par rapport à l'équipe enseignante. Et donc en fait, depuis la première année où il est rentré en maternelle, ça a été l'enfant détesté. Ça a été l'enfant qui obéissait pas, l'enfant qui passait tout le temps son temps chez la directrice. C'est toujours très désagréable de dire j'ai été obligée de le mettre chez la directrice. Donc c'est simple, à la fin, je l'ai laissé à la garderie pour pas avoir le retour négatif devant l'enfant de la maîtresse. Ou alors je me cachais derrière un parent pour faire coucou, je suis là, hop, je le prenais et je m'en allais. Mais je voulais plus que la maîtresse me dise tout ce qu'il avait fait devant lui de mal. Parce qu'en fait, il était puni plusieurs fois. Et moi aussi, j'étais punie en fait. Ça a été une période très très dure. Et aujourd'hui, ça va mieux? Vous arrivez à gérer? Maintenant, je suis tombée dans une école excellente qui a su donc dès le début, j'ai été voir le corps enseignant. C'est fait première année de CP, j'ai été voir le corps enseignant début septembre pour expliquer que je sais qu'il y aura des problèmes avec mon fils, je sais qu'il rentre pas dans le moule. Je pense qu'il faut faire des examens, mais jusqu'à présent, on n'avait pas le droit de le faire. Il y a eu le Covid, tout ça. Il fallait attendre qu'il rentre en 6e, en CP, bon, tout ça. Donc, j'ai dit, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Mais ne le stigmatisez pas. Je pense qu'il y a quelque chose. Donc, la maîtresse, je tombais sur un peu une dame de l'ancienne époque qui criait beaucoup, qui était stigmatisée la pire enseignante des CP. Dans une école privée. Et en fait, ça s'est avéré très dur pour lui la première année de CP parce que elle lui en a fait baver. Il lui en a fait baver parce que ça a été très dur. Il savait pas tenir en place. Elle a essayé de mettre des protocoles qui ont été très très durs de mettre en place pour lui parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Et deuxième année de CP, fantastique parce que le protocole a été mis en place en juin de l'année d'avant, donc avec cette maîtresse, et en 15 jours de temps, ça a été un autre enfant. Donc on a été obligé de le médicamenter. Et dès qu'il a reçu la première fois de la Ritaline, au début on a commencé par un 10 mg, ça dure 3 heures, c'était pas DLP. Et le petit, il nous a dit maman, pourquoi ça dure pas plus longtemps? On m'a dit que j'étais gentille. Donc ça a été... Oui, on entend bien sûr votre émotion, Marlène. Ça vous remémorez tous ces moments difficiles que vous avez traversés. Stéphane Clerget, qu'est-ce que vous avez envie de dire déjà à Marlène? Qu'effectivement, les enfants qui ont un déficit attentionnel avec hyperactivité ont souvent une vie difficile, mais les parents de ces enfants-là aussi, parce que c'est difficile pour l'enfant à l'école, mais c'est aussi difficile à la maison. Donc, pour les parents, c'est
compliqué d'accompagner un enfant qui a ces symptômes-là. Et du coup, il y a parfois de la part des parents, effectivement, des réactions de colère, de sévérité qui n'arrangent rien, malheureusement, et qui font que culpabiliser les parents et stresser l'enfant. Donc, c'est important qu'il puisse y avoir à la fois un accompagnement de l'enfant et un accompagnement des parents. Là, c'est vrai que le sujet aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité, mais il y a beaucoup de points communs entre un enfant hyperactif parce qu'il a un déficit de l'attention et un enfant hypersensible. Dans cette hyperréactivité, justement, l'enfant hypersensible peut aussi réagir de manière extrêmement vive aux stimulations de toutes sortes et notamment aux stimulations qui existent en classe, parce qu'en classe, les enfants sont très stimulés, hein, par la présence des autres enfants notamment, et ils peuvent réagir comme ça de manière inadaptée, et donc c'est pénible pour l'entourage. Et donc que l'enfant a un déficit attentionnel ou pas, c'est important d'être, au contraire, quand on a en charge ces enfants-là à l'école ou ailleurs, de pouvoir un peu les isoler et d'être le plus apaisant possible et compréhensif et bienveillant avec eux. Et aujourd'hui, Marlène, ça va? Il est... Grâce aux médicaments. Parce qu'en fait, si on oublie le médicament, c'est une catastrophe. Ils sont obligés de mettre en isolement parce que il peut pas tenir en fait assis sur son siège ou sans faire de bruit en fait. Il va distraire toute la classe. Et nous à la maison, on lui donne que les jours d'école, le médicament. Ou ça peut m'arriver de lui donner quand il va au sport. Comme un centre de loisirs, parce que sinon il n'est pas dans le jeu avec tout le monde. Il va tout de suite taper quelqu'un ou il va se créer des punitions. Donc si on lui donne le médicament, il arrive à se concentrer un peu plus. Donc dès qu'il est quand il y a du monde autour de lui en fait, il a du mal à être en connectivité avec les autres en fait. Je sais pas comment on dit ça, mais même à la maison, hein, nous on gère dans le sens où on a l'habitude maintenant. Ça peut arriver de crier ou de. Et je sais que il est fils unique, Marlène? Non. Il y a une grande sœur de 1 an de plus que lui et ça se passe pas super bien parce que elle le stigmatise énormément. Et elle lui dit que elle trouve qu'on en fait trop pour lui, évidemment. C'est difficile, oui. C'est toujours. Oui, elle a qu'1 an de plus. Hein. Oui, c'est toujours le problème. Refusé. Elle l'a refusé dès la naissance en fait. Toute petite, malgré que je faisais toucher mon ventre, je faisais plein de choses pour essayer parce qu'elle avait que 6 mois quand je suis tombée enceinte. Donc je l'ai toujours portée. Elle a marché 15 jours avant la naissance. Donc c'était encore un bébé. Et du coup, le fait d'avoir un autre bébé qui arrive, ça l'a... C'était difficile pour elle, et puis c'est peut-être aussi difficile pour le bébé qui arrive s'il n'est pas très très bien accueilli par l'aîné. Hein. C'est compliqué. Oui, c'est ça. Mais en même temps, vous n'y êtes pour rien, hein, Marlène. Il ne faut pas vous culpabiliser. Non. J'ai vécu ça quand j'étais aussi jeune, moi, parce que j'avais ma grande sœur. On a eu beaucoup de rivalité toutes les deux. Bon, aujourd'hui, on s'entend super bien, pas dans le sens charnel, tout ça, mais disons que on a des liens familiaux tout à fait classiques et pas du tout de problème comme on aurait pu imaginer tout petit, en fait. Ça s'efface en fait avec le temps. Donc non, il y a aucun problème. Il y a eu beaucoup de jalousie, mais oui, alors ça s'est effacé pour vous. Parfois, ça devient encore pire avec le temps. Hein. Ça dépend des familles. Oui, et... en tout cas, tant mieux pour vous. Oui. Oui, on s'en est bien sorti, on va dire. Et moi, j'espère que ça sera pareil avec mes 2 enfants. Mais c'est vrai que c'est très dur. Le couple subit aussi parce que mon mari, lui, il est contre le médicament. Donc lui, il va tout faire pour l'oublier. Si c'est pas moi qui suis le matin, il va pas le donner, mais volontairement. Et après, il va dire, tu vois, la maîtresse, elle l'a pas vu. Alors que si, la maîtresse l'a vu, mais la maîtresse l'a mis de côté et elle va pas écrire à chaque fois que ça a été oublié parce qu'elle sait que de temps en temps, un enfant peut oublier. La chance qu'on a, c'est que la maîtresse en question, elle a un fils qui était TDAH, donc ça se passe très 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 bien. Même il y a la VS qui est malade en ce moment de longue maladie, la ESH.
ça se passe très bien parce que elle est là pour gérer. Mais j'imagine que pour elle, on entend quand même toute la difficulté que rencontre Marlène. Est-ce que il y a plus d'enfants comme ça aujourd'hui, ou est-ce que c'est parce qu'on les diagnostique mieux? Alors, on les diagnostique, mais aussi il y a une moins grande tolérance vis-à-vis des enfants qui sont aussi beaucoup plus à l'intérieur qu'autrefois. Dans les années 60, les enfants étaient beaucoup plus dehors, faisaient beaucoup plus d'activités physiques, étaient beaucoup moins devant les écrans, dormaient davantage. Il y avait une hygiène finalement de vie meilleure. Il y avait une hygiène meilleure, de vie très différente, parce que c'est des enfants, s'ils ont la possibilité de jouer beaucoup plus à l'extérieur, souvent sont plus apaisés. Plus calmes, je ne parle pas pour sûr. cet enfant en particulier. Non, bien sûr, c'est une règle générale. Il y a aussi beaucoup d'erreurs de diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, ils sont vus une fois, ça y est, le diagnostic de TDAH est mis et on met un traitement. J'ai vu un enfant comme ça qui a été diagnostiqué TDAH parce qu'il avait beaucoup de mal à se concentrer. Enfin, c'était une jeune fille. Et en fait, on a découvert qu'elle était simplement en grand manque de fer et que le grand manque de fer entraîne une baisse de la concentration et qu'il a suffi de lui donner du fer pour qu'elle puisse être concentrée. Elle est en manque de fer depuis un certain temps. Donc il y a beaucoup de faux diagnostics et quelqu'un qui pose ce diagnostic-là après juste une consultation, c'est pas très sérieux. Donc il faut éliminer toutes les causes qui donnent des problèmes de concentration et de l'agitation, comme l'hypersensibilité, comme l'anxiété, comme la dépression. Bref, il faut, avant de poser ce diagnostic, vraiment éliminer. Ou des problèmes familiaux. Ou des problèmes familiaux qui peuvent effectivement aussi être corrigés. Voilà, donc c'est vraiment un diagnostic d'élimination, surtout s'il implique un traitement. Moi, je comprends qu'on lui donne un médicament si effectivement l'enfant est apaisé, mais je comprends que ça gêne le papa. On n'a pas forcément envie que son petit prenne des amphétamines si jeune. Donc le traitement qui lui permet de s'intégrer à l'école et d'apprendre très bien, mais à côté de ça, il faut quand même faire une psychothérapie et permettre à l'enfant de s'exprimer et d'essayer de trouver éventuellement des causes émotionnelles curables qu'on peut soigner, parce que le médicament ne guérit pas malheureusement, hein, ça atténue les symptômes. C'est vrai que ça rend moins... moi je l'ai essayé sur moi, c'est vrai que ça donne beaucoup d'allant, ça nous robotise un petit peu, hein. Faut le savoir, on ressent moins les choses. Mais bon, c'est vrai que ça peut avoir une efficacité remarquable. Et si ça permet à l'enfant d'éviter d'être rejeté, tant mieux. Mais il faut continuer de travailler d'une autre manière avec cet enfant pour l'aider à mieux réguler ses émotions. Voilà, donc ça c'est le message que vous avez entendu, Marlène, et que vous allez évidemment, avec votre compagnon, essayer de suivre. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Et puis vous pouvez vous aussi témoigner, 0826 300 300, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Stéphane Clerget, pédopsychiatre, on revient donc sur l'hypersensibilité. Et c'est vrai, alors ça c'est quand même une bonne nouvelle, les parents s'intéressent quand même un petit peu plus à leurs enfants qu'avant. Oui, et ils en ont moins, donc... Ils en ont moins, oui c'est vrai. Et en même temps, c'est complexe aussi parce qu'on a tendance à mettre des diagnostics un peu trop vite, voilà. Oui, et vous avez raison, il ne faut pas réduire son enfant à un diagnostic. N'est-ce pas? Alors, Caroline, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. On vous écoute, allez-y. Moi, donc, j'ai 2 enfants, 12 ans et 5 ans. Et j'ai à la maison 2 formes d'hypersensibilité. Donc, le plus grand, ça a été rapidement, on va dire, décelé par la maîtresse à la maternelle. J'avais souvent des remarques d'isolement où en fait dès qu'on avait la possibilité de lui faire peut-être soit une marque d'affection, soit tout était décuplé avec une empathie extrêmement forte pour beaucoup de choses du quotidien. Oui, donc là, on a vraiment tous les paramètres dont parlait Stéphane Clerget en début d'émission, oui. Ah oui, c'est voilà. De suite, on arrive aux larmes, des comportements qui sont significatifs et on sent un peu plus démesuré que la moyenne.
avec une pensée en arborescence qui se met rapidement en route et du coup donc on a été alerté assez rapidement par la maîtresse. Derrière il a suivi en fait pour lui pas un TDAH mais plutôt un haut potentiel intellectuel. Donc il a été testé par un je crois que c'est un neuropédiatre, un neuropsychologue. Un pédopsychiatre, peut-être, tout simplement. Oui, il a fait des tests neurologiques qui sont venus aussi confirmer effectivement qu'il avait ce côté haut potentiel. Et donc, en fait, au quotidien, avec lui, c'est devoir lui expliquer les choses, toujours nommer ses émotions. Il a une sensibilité absolument pour tout. Et aujourd'hui, à 12 ans, donc ça y est, il va bien? Ça commence à aller mieux. Étant petit, il était un peu renfermé. Il avait énormément de mal à aller jouer avec les autres enfants parce que tout lui paraissait violent en fait. Donc il avait du mal à se mettre dans un groupe. On va dire que là, il est rentré en 5e cette année. On sent qu'il a pris une certaine confiance et une estime de lui peut-être un peu plus... Donc, on le fait suivre. Du coup, on sent que comme il s'affirme un peu plus et qu'en fait, on l'accompagne sur une acceptation de ses émotions et sur ça. En fait, ce qui est intéressant excusez-moi, je vous coupe un peu, Carline, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on entend dans ce que dit Carline, un enfant qui, avant, on aurait dit il est introverti. Et aujourd'hui, on dit... Ou timide. Ou timide, et aujourd'hui, on dit hypersensible. Finalement, non c'est parce qu'on décode aussi un peu mieux. Bien sûr, en fait, tous les enfants timides ne sont pas hypersensibles, mais certains, ça peut être ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Carline aussi, c'est qu'on voit que là, il entre à l'adolescence, et c'est vrai que les remaniements du cerveau qui s'opèrent, ça peut aussi jouer sur l'hypersensibilité et l'apaiser. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle s'il souffrait de son hypersensibilité. Et bizarrement, lui ne souffre pas il n'a jamais souffert de timidité. C'était en fait une protection pour lui. Il préférait rester seul plutôt que de souffrir de peut-être. Oui, c'est pour ça que je parlais d'introverti. Exactement, mais oui, c'est vraiment le terme approprié, introverti. Et donc en réalité, moi, je l'accompagne sur une acceptation parce que je trouve que c'est une belle puissance d'être hypersensible. Et ça permet aussi d'avoir des sens un peu plus développés. Moi je pense que c'est une force. C'est pas une étiquette à se coller sur la tête. Je suis hypersensible ou je suis HPI ou je souffre d'un TDAH. En fait, c'est juste une question d'acceptation et d'accompagnement. On a la chance aujourd'hui en tant que parents d'avoir les outils, les supports et un tas de personnes formées pour ce genre de choses. Et donc moi, j'ai entrepris plein de coaching pour pouvoir accompagner mes enfants dans l'acceptation de leur fonctionnement. Et puis après, tu te découvres que finalement, toi aussi tu l'es, mais sauf que tu t'en avais pas mis... t'avais pas mis le mot dessus. Et donc en réalité, je trouve ça formidable d'avoir eu des enfants, justement parce que ça m'a permis de me découvrir encore un peu plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment d'avoir une maman ou un papa présent à l'écoute, parce que les enfants hypersensibles, ils ont besoin aussi de cette attention, de cette sécurisation. Et pour ça, effectivement, il faut que les parents puissent être assez disponible. Malheureusement, c'est pas toujours le cas dans la vie moderne. Oui, parce que là, en l'occurrence, ça va être un atout. Vous avez raison, Carline. Pour votre fils, ça va être un atout, une meilleure intuition, une meilleure capacité. Il y a des tas de métiers où l'hypersensibilité peut, notamment, je pense aux artistes. D'ailleurs, pour des enfants hypersensibles, si évidemment ils ont une appétence artistique, ça peut être un bon moyen, s'ils verbalisent pas suffisamment, que de leur apprendre un instrument de musique ou de faire du dessin, de donner cette possibilité-là. Oui, l'art-thérapie à ce moment-là pour libérer leurs émotions et apprendre à les contrôler et en faire quelque chose. S'ils savent écrire, les inviter à écrire. Enfin, l'idée, c'est ça aussi, c'est d'utiliser cette énergie-là, quelle hypersensibilité pour être créatif. Ouais, c'est une belle énergie et effectivement, lui, il est beaucoup dans l'art. Il adore créer. Oh, super. Donc, et la musique, effectivement. Ça lui a permis d'aller mieux, oui, certainement.
Oui, non, c'est ça. Ça canalise évidemment et ça permet de libérer tout ça. Et votre deuxième enfant, c'est une fille, hein, je crois. Oui, tout à fait. Alors, par contre, juste pour terminer sur le grand, le seul peut-être point noir, je vais dire, à cette hypersensibilité, ça va être beaucoup sur le trouble de l'attention. Voilà, ça c'est très très marqué. Et en fait, il bulle beaucoup et forcément, du coup, quand c'est au moment où il faut plonger dans le contrôle, il n'est pas là, quoi. Donc, même si on est à côté de lui à la maison. Oui, mais en cours, contrôle en classe, oui. Mais il y a un problème d'attention ou c'est parce qu'il panique et qu'il est les deux. Et qu'il est perfectionniste? Les deux. Oui, donc ça c'est plus, à mon avis, c'est davantage de l'anxiété. Donc quelques exercices respiratoires avant le contrôle pour s'apaiser et réduire peut-être les enjeux du contrôle. Mais moi, ça m'évoque davantage l'anxiété. Vous savez, on n'est plus concentré dès qu'on panique un peu. Bien sûr. Donc s'il est hypersensible, à mon avis, c'est de l'anxiété. Il faut plus travailler là-dessus avec lui. C'est noté. C'est vrai que je vais travailler là-dessus également. Et la deuxième, c'est tout l'inverse. C'est une extravertie, mais peut-être de voir juste un escargot se faire écraser, c'est terrible. Voilà. Elle a une autre forme. Donc ce qui est rigolo, c'est que j'ai un introverti, un extraverti. En réalité, je pense que c'est vraiment le reflet de ce que l'on est nous, en tant que parents. Ils s'en sortent mieux, les extravertis, parce qu'ils se libèrent. Elle est très libérée. Très libérée. C'est plus pénible pour les autres, mais ils s'en sortent mieux. Ils somatisent moins. Et puis forcément, plus catégorique. Donc c'est ce qui est étrange, c'est-à-dire qu'elle va vraiment, si elle n'a pas envie d'embrasser quelqu'un, elle ne le fera absolument pas. C'est vraiment un comportement presque inverse, mais à la fois toujours doté de cette sensibilité qui est très présente avec les mêmes signes. On voit qu'elle est dans la lune, on voit que rien ne la touche, qu'elle contrôle, elle va contrôler ses larmes par contre du coup. On voit que ça arrive, mais surtout pas par fierté, puisqu'elle a un caractère vraiment très poussé. Elle va les retenir. Du coup, c'est vrai que c'est assez déroutant d'avoir les deux cas, et à la fois, c'est super intéressant. Elle veut être comédienne, non? Merci. D'avoir des enfants comme ça. Bon, en tout cas, vous êtes une maman bien attentive et bien présente, et ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup, Caroline, de votre témoignage. On va continuer dans la deuxième heure. Si vous avez des doutes sur peut-être l'hypersensibilité de votre enfant et que vous avez besoin que Stéphane Clerget vous éclaire, vous pouvez bien sûr nous rejoindre au 0826 300 300. On continue évidemment à vous donner la parole et à écouter vos témoignages. Mais avant de donner la place aux infos, je vous propose une petite devinette, Stéphane Clerget. Allez. Quel serait le jour idéal pour faire l'amour un peu plus d'une heure? Vous avez le temps des infos. Oui. Non, vous pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous me donnerez la réponse après, même si vous l'avez sur le bout de la langue, me semble-t-il. J'imagine. Pour une fois que vous avez la réponse, je conçois que vous ayez une envie folle de me la donner. Sûr. Ah, vous n'êtes pas sûr. Ah écoutez, on va savoir ça après les infos, et puis bien sûr, on se retrouve tout de suite après. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Stéphane Clerget, pédopsychiatre, et nous évoquons aujourd'hui l'hypersensibilité qui parfois est assez compliquée à déceler, et c'est pour ça qu'il peut vous aider à mieux comprendre votre enfant. Si vous avez envie de témoigner, de poser des questions, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Alors je crois que vous avez la réponse de ma devinette. Quel est le jour idéal pour faire l'amour un peu plus d'une heure? Moi j'aurais dit dimanche. Parce qu'on a du temps, on travaille pas. Ah, mais non, c'est pas la bonne réponse. C'est le jour du changement d'heure. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a déjà 1 heure de gagner. Bravo. Et même si on ne fait l'amour que 3 minutes, on pourra dire qu'on a fait l'amour 1 heure 3 minutes. Ah, voyez, vous n'aviez pas la bonne réponse. Eh oui. Alors, la devise du jour, règles et discipline. Quelle est la différence? Alors, c'est intéressant parce qu'on a tendance à confondre règles et discipline. Les règles, c'est un peu comme
comme les barreaux d'une prison, et la discipline, ce serait peut-être quelque chose d'intérieur qu'on se forge, mais qui donne aussi accès à une liberté plus personnelle. Je dirais, les règles, ça vient finalement d'une autorité supérieure, à laquelle on n'adhère pas forcément d'ailleurs. La discipline, c'est peut-être une règle intérieure qui est plus en nous. Vous seriez d'accord avec ça, Stéphane Clerget ? Oui, mais peut-être que les règles font qu'ensuite, ça génère de la discipline. Absolument, absolument. Les deux sont utiles de toute façon, notamment quand on parle des enfants. On continue avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Stéphane, bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour Laurence. Oui. Oh, allez-y, on vous écoute. Mais moi, je suis une hypersensible qui l'a compris à mon grand âge, c'est-à-dire à 58 ans, parce qu'au départ, je pensais que tout le monde avait la même capacité à percevoir le non-verbal, à ne pas supporter certaines odeurs, à être très porté par certaines musiques, etc. Donc, je l'ai compris très tard et j'ai eu exactement l'éducation qu'il ne faut pas dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'étais obligée de faire silence quasiment en permanence. C'est vrai que c'était une éducation comme il y a un demi-siècle maintenant. Donc c'est vrai que l'écoute des besoins, des ressentis de l'enfant, dans mon foyer n'existait pas. J'ai ensuite eu 3 enfants qui eux-mêmes ont une sensibilité plus aiguë dans différents domaines, et notamment une fille qui a été un petit volcan. À une époque, c'était il y a 25 ans, où ce n'était pas encore si habituel de parler des émotions, etc. Donc, je dois dire que maintenant, je pense être arrivée à l'équilibre que l'on doit avoir avec les enfants, ce qui est bien parce que je suis enseignante, donc je conçois beaucoup plus la façon d'aborder des enfants qui vont faire une colère, j'y arrive beaucoup plus facilement. Je pense qu'effectivement, c'est très très important de verbaliser et d'identifier. Parce que longtemps, je me suis trouvée dans la même difficulté que les plus petits élèves que je peux avoir, c'est-à-dire à ne pas identifier mon émotion. Donc, du coup, c'est très difficile on est mal, on sort quelque part et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour quelle raison, on ne sait pas comment. Donc, ça demande un gros effort de verbalisation de la chose. Donc, voilà. Maintenant, comme ce sujet est extrêmement dans l'actualité de toutes ces questions d'émotion, de sensibilité, je crains que l'on aille dans un excès inverse de passer par le tout affect. Et voilà, je pense que penser que l'émotionnel est important, oui, mais ne pas en faire le centre de tout, au risque de développer un fonctionnement assez tribal qui, me semble, n'est pas propice à la sérénité. Oui, voilà. Vous avez évidemment 100% raison, Laurence. C'est toujours le juste milieu qu'il faut essayer de trouver dans une société. Si on va trop dans un sens ou trop dans l'autre, c'est pas possible. Oui, et c'est important de le rappeler, d'autant plus que, justement, je m'adresse aussi à une enseignante, l'apprentissage, le savoir, la culture, qu'elle soit littéraire ou mathématique, permet... étonnamment, mais c'est ainsi, de contrôler les émotions. Alors, c'est pas de pas les éteindre, mais au contraire de les endiguer, de les mettre dans des canaux, les différents canaux du savoir, et ça permet finalement une maîtrise émotionnelle très subtile. Mais bien plus efficace que la méditation ou la respiration ou que l'apprentissage d'un contrôle volontaire de ses émotions. Donc, vous avez raison, on dit d'ailleurs que les enfants qui n'ont pas beaucoup de mots vont plus facilement être violents que ceux qui ont appris à parler. Tout à fait. Donc oui, développons l'apprentissage, le savoir, la culture, justement chez les enfants qui sont très, très émotifs ou très hypersensibles. Et peut-être le sport aussi. Le sport, bien sûr, mais ça semble aller de soi, parce qu'on est encore dans le corps, dans le physique, dans les tripes, comme disait madame, mais ne pas négliger les apprentissages, la lecture en particulier. C'est un très bon moyen de canaliser son hypersensibilité, et malheureusement, je crois qu'il y a de moins en moins d'enfants qui lisent. Par exemple, oui. Ça, c'est même évident, on le sait. Encore que la bande dessinée est en train de prendre un petit peu le pas sur la lecture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la bande dessinée, malheureusement, c'est formidable, mais des fois, l'enfant s'arrête aux images.
Et donc c'est intéressant la bande dessinée quand il y a des écrits. Les mangas, c'est très intéressant, c'est une véritable culture, mais on peut pas dire vraiment qu'il y ait du texte. Donc c'est de l'image. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas de dessiner, de créer ses propres bandes dessinées quand on est un enfant. Mais la lecture d'une bande dessinée, ça n'a pas le même impact que la lecture de textes écrits. Bien sûr. Laurence, je suppose que vous êtes absolument d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. Alors, je suis d'autant plus d'accord que la seule drogue autorisée quand j'étais petite était l'école. Donc, c'est pas pour rien que je suis enseignante. Donc, effectivement, la lecture, mais aussi les maths, parce que je suis très matheuse, m'ont aidé à penser le monde. Et c'est vrai que je vois souvent les situations comme un système mathématique. Donc, je vais tout à fait dans le sens de Stéphane Clerget. Par contre, effectivement, je suis d'accord que les enfants lisent de moins en moins, que c'est ne serait-ce que parce que la société est de moins en moins dans un langage soutenu, que les écrans sont énormément là et que effectivement la place de l'écrit et du temps long et de la prise de distance n'est plus là. Et c'est là qu'est tout l'essentiel dans la régulation émotionnelle, à mon avis. Voilà. Oui, de toute façon, comme les parents lisent moins, vont plus facilement regarder sur leur smartphone obligatoirement, par identification, les enfants vont moins lire. On peut craindre que ça aille plutôt de mal en pis, comme on dit. Oui, et puis l'appauvrissement de nos programmes scolaires ne va pas non plus dans le sens d'une grande érudition. Donc voilà, faut devenir artisan nous-mêmes de notre savoir et de notre enrichissement culturel. Voilà. Quel conseil vous pourriez donner aux parents qui nous écoutent, Stéphane Clerget, pour aider leurs enfants à lire reprendre ce que dit Madame, déjà, c'est-à-dire ne pas se reposer uniquement sur l'école, mais prendre aussi en charge ses enfants sur ce terrain-là, donc avoir quand même une certaine fermeté pour réussir à imposer à son enfant des temps où, par exemple, il n'y a pas d'écran, parce que c'est évident que s'il y a un écran, il ne va pas lire. Donc, on est, par exemple, obligé de limiter l'écran. Et je m'ennuie, je vais te lire un livre, et puis après, il le lira lui-même. Effectivement, s'inviter à lire soi-même, parce qu'en fait, l'acte de lire, c'est assez révolutionnaire aujourd'hui, parce que c'est du temps qu'on s'offre, et le temps, c'est le vrai luxe aujourd'hui. Il est certain que c'est pas la société productivisme aujourd'hui qui va nous pousser à lire. Ça rapporte pas assez d'argent à la société. Donc c'est vraiment révolutionnaire de lire, de s'accorder ce temps-là, de la lecture, de l'imagination, de la réflexion. Donc avoir ça en tête. Alors lire des livres, lire des magazines, lire n'importe quoi, mais s'offrir ça comme un luxe. Oui, il y a du boulot. Je suis évidemment 100% d'accord avec vous. Moi, je lis énormément, j'adore la lecture. Je trouve que c'est un rendez-vous avec soi qui est extraordinaire. Et avec l'enfant, s'il a un peu de mal à lire, la lecture audio, c'est une première étape. Il est parfois plus attentif à l'écoute. Notamment le soir où il veut un écran, on peut lui proposer une lecture audio. On peut déjà peut-être raconter des petites histoires aux enfants avant qu'il s'endorme. Faut pas se gêner. Moi, je lis même à 10 ans, 11 ans. Je lis pour quand l'enfant n'a pas envie de lire. Ça, c'est aussi ça la lecture, c'est aussi l'écoute. Laurence, je vous laisse conclure. Ah ben absolument. Moi, je crois que l'essentiel a été dit, c'est-à-dire lire à son enfant, même s'il sait lire. Parce que la lecture d'un adulte qui met le ton, qui partage un moment avec vous, a une valeur bien très forte pour l'enfant. Donc le secret, il est là, je crois. Vous avez raison. Bon, voilà. Le message, on l'a fait passer, Laurence. Alors après, je suis pas sûre que ça aura beaucoup d'effet, mais on a fait passer le message. Voilà. Merci en tout cas, Laurence. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam 4. Libère tes fantasmes, sans jugement, sans tabou. Rejoins la communauté Cam 4 et explore de nouveaux plaisirs. Cam4.com, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. En plus, c'est gratuit. Cam 4. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, pédopsychiatre, et nous évoquons l'hypersensibilité. Je rappelle le titre de votre livre, Hypersensible, hyper amoureux. C'est aux éditions de la Musardine, C'est en poche également, et c'est vrai que lorsqu'on est hypersensible, c'est un peu plus compliqué en amour. Mais aujourd'hui, on se penche tout particulièrement sur les enfants, et donc nous avons un parent ou une parente, plus exactement en ligne. Bonjour Cindy.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour. J'ai oublié son prénom. Stéphane. Stéphane. Bonjour. Merci. Oui, alors moi je voulais parler de ma petite fille parce que je suis une jeune grand-mère. Mais j'ai une petite fille qui a 6 ans et qui me ressemble, je trouve, étrangement émotionnelle. Alors, je précise, je ne sais pas ce qu'en pense Stéphane, mais je pense que les grands-parents peuvent jouer un rôle essentiel justement dans ces cas-là parce qu'ils ont un regard un petit peu plus... plus de recul. Hein. Voilà, merci. Oui, tout à fait. J'espère pouvoir jouer ce rôle. J'ai l'impression que je le joue. Bon, après, je la vois pas très souvent. Je la prends de temps en temps quand ils veulent bien me la donner, mon fils et ma belle-fille, sur une soirée et un dimanche, par exemple, un samedi soir, un dimanche, mais c'est assez rare. Et en fait, ma petite, quand elle est avec moi, elle est super mignonne, elle est adorable, on discute, etc. Mais je me rends compte qu'elle entend des choses. Par exemple, on était en voiture, on partait se balader, et puis elle babille, quoi. Elle aime bien me raconter des choses. Et puis on me dit, tu sais, mamie, donc l'autre mamie, la deuxième mamie, avec Pascal, elle vous aime pas. Elle vous aime pas. Alors, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est bien connu. C'est un peu toxique, avec l'autre grand-mère. Et puis, je trouve que, en fait, elle fait des caprices souvent avec sa mère. La dernière fois, on était chez eux pour le déjeuner, un déjeuner dominical comme ça. Et puis, la maman, je pense qu'elle est enceinte. Enfin, apparemment, elle est enceinte. C'est tout récent, le deuxième enfant. Et du coup, elle proposait à sa fille de modifier, de voir comment on pouvait modifier l'agencement de sa chambre. Et là, ma petite fille, elle s'est mise dans une colère. Mais elle dit, non, je veux pas changer mon lit de place, non, ça c'est pas possible. Elle parle vraiment, elle était hyper énervée. Et alors que c'est peut-être un peu normal parce que c'est quand même son territoire, sa chambre, donc c'est. Oui, puis il y a une petite rivale ou un petit rival qui va venir lui piquer ses parents. Ça fait beaucoup. Enfin, ça peut se comprendre. Enfin, encore une fois, il faudra bien qu'elle accepte. Mais ça fait partie de la vie, mais il faut un peu de temps pour digérer ça. Oui. Oui, tout à fait. Mais en fait, quand je la ramène à ses parents, ou quand de temps en temps je les vois faire avec elle, en fait, mon fils déjà il écrit dessus quand elle fait pas ce qu'il veut ou qu'elle. Et moi j'ai du mal à intervenir. En fait, j'essaye de rester très calme, mais ça boue à l'intérieur. et c'est vrai que en fait, la dernière fois aussi, quand je l'ai ramené à la voiture à sa mère, qui était un peu speedée, un peu pressée de rentrer à la maison, etc., elle a parlé un petit peu brusquement à sa fille, et du coup, la gamine, elle se met à pleurer. Voilà. Donc je pense qu'elle est... c'est vrai que... Et elle a toujours peur de quitter ses parents, en fait. Elle veut plus dormir chez moi, parce qu'elle a peur que quand elle n'est pas là, j'imagine, ses parents se disputent ou se séparent, quoi. C'est terrible. En tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'elle pleure et que ça crie quand elle est avec ses parents, mais qu'avec vous, au moins, elle peut parler. Donc c'est important qu'elle puisse être avec vous, puisque manifestement, à vos côtés, il y a la possibilité de s'exprimer et de dire ce qu'on a sur le cœur. Tout à fait. Après, elle fait des très très beaux dessins. Elle n'est pas du tout déséquilibrée. Elle est bien avec ses copains, ses copines. Elle me raconte tous ces trucs d'école, tout ça. Donc ça, c'est super sympa. Et puis elle fait des très beaux dessins avec des très belles couleurs. Donc je suis pas inquiète sur non, mais vous savez, c'est quand même assez fréquent que la grand-mère ou le grand-père aura des confidences plus que les propres parents. Et ce sera certainement le cas d'ailleurs au moment de la puberté. Vous serez peut-être la première à savoir qu'elle a un amoureux. Oui, j'espère. Bon, après, moi,
voilà, on discute normalement. Je suis pas une personne intrusive, etc. Mais c'est vrai que quand je vois de temps en temps des comportements, même de mon fils par rapport à ma petite fille, c'est perturbant, quoi. Et j'ose pas lui dire, en tout cas pas à chaud, et même à froid. Après, à chaud sûrement. À chaud sûrement. En tout cas, si vous lui dites-lui pas en tant que père, dites-lui en tant que votre fils. C'est-à-dire, dites-lui, oh là là, je te sens nerveux en ce moment. Est-ce que ça va au boulot? Est-ce que ça va avec ta femme? Mais ne le reprenez pas en tant que père. Oh non, bien sûr. Puis pas devant ma petite fille de toute façon, donc je dis rien. Ni devant sa femme. Oui. Non, mais c'est vrai que les parents, ils sont un peu débordés. Donc, quand on est grand-parent, on a quand même souvent plus de disponibilité. Donc, on est moins à vif, à fleur de peau, et on a plus de recul, comme disait Brigitte. Oui, bien sûr. On en a fait des erreurs aussi, certainement. Moi, dans l'éducation de mon fils aussi. Mais bon, voilà. Donc, je sais pas comment lui. Alors, je sais qu'elle est allée voir. Vous savez, il y a le film là, sur les émotions. Comment ça s'appelle, qui est sorti. Vice versa 2. Oui, voilà, Vice versa. Je sais qu'elle l'a vu. En tout cas, elle voulait voir le deuxième. Je sais pas si elle a vu. Le deuxième, c'est sur la puberté. Donc, je sais pas si c'est de son âge. Non. En tout cas, le premier, elle l'a vu et elle m'a dit qu'elle avait adoré ce film. Parce qu'à un moment, je veux qu'on est au cinéma, les mignons. Non, je préfère vice versa. Donc, elle est déjà. Alors, je suis désolée, Cindy, mais on vous entend plus très bien. Ça coupe un petit peu. Non, mais je vous en prie, mais si vous pouvez essayer de ne pas bouger ou. Je ne bouge pas, mais c'est vrai que le réseau n'est pas terrible dans notre belle ville du Sud où je suis. Voilà. Bon. En tout cas, voilà, elle me parlait de Vice versa, qu'elle l'avait vu et qu'elle avait adoré ce film. Voilà. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un film sur les émotions, donc ça lui permet de comprendre qu'il y a différentes émotions de différentes natures et ça l'aide peut-être à se repérer dans ses propres émotions, justement. Et oui, puis sa mère lui avait acheté justement un livre sur les émotions, elle a des jeux, enfin voilà, ils sont très dans le côté éducatif, ils sont très conscients de ce qu'il faut faire. Mais c'est quand même quelque chose de très très nouveau, Stéphane Clerget. Il y a des livres où on parle des émotions des enfants, il y a des jeux, en effet, comme le dit Cindy, et ça c'est quand même relativement nouveau. Il y a 30 ans, ça n'existait pas. Oui, c'est vrai que ça c'est un apprentissage utile. C'est bien d'offrir ces livres, c'est bien de nommer les émotions, mais c'est bien aussi d'être conscient de ses propres émotions et d'expliquer à l'enfant. C'est-à-dire que quand on crie ou quand on pleure ou quand on est amer, que l'enfant n'imagine pas être responsable forcément de nos mouvements émotionnels. Alors que naturellement, il va se sentir responsable. Oui. C'est ce qu'il faut rappeler. Hein. Un enfant croit toujours que c'est de sa faute ou que c'est grâce à lui d'ailleurs. Oui, imagine un peu au centre du monde. Oui. Mais oui, déjà, on a du mal adulte à ne pas s'imaginer au centre du monde. Alors on ne va pas demander à nos enfants de ne pas se... Voilà, bon, mais on va vous laisser, Cindy, parce qu'on vous entendait plus très bien, mais merci en tout cas de ce témoignage, et ça montre bien en effet que les grands-parents jouent un rôle important, et c'est bien qu'ils le jouent, qu'ils acceptent de le jouer, effectivement, de se positionner aussi un peu différemment des parents. C'est ce qui est intéressant pour un enfant. Ça n'a aucun intérêt si le grand-parent fait exactement comme les parents, donc il faut accepter un rôle un peu complémentaire. Exactement. Alors on va faire une petite pause, on se retrouve pour le Sexo Conseil, vous allez pouvoir réveiller la bête qui sommeille en vous, et notre débat du jour, est-ce qu'il faut laisser également s'exprimer la colère? On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, Stéphane Clerget, si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous? Un éléphant. Un éléphant, ça trompe énormément, ça. Bon, alors voilà, vous allez réveiller la bête qui sommeille en vous, vous allez faire l'amour avec votre trompe. Ça pourrait être très très drôle. Bon, en tout cas, c'est un jeu qui peut se jouer au premier ou au second degré. Déjà, on peut s'appeler avec des petits noms d'animaux. Ça fait partie du langage amoureux et érotique. Hein. Vous les connaissez tous, ma petite caille, mon lapin, ma chatte, mon poussin, mon étalon. Bref, la liste est longue et ça peut être intéressant comme ça de temps en temps de vous amuser à vous appeler par des petits noms d'animaux.
Mais ce qui est intéressant dans ce que je vous propose, c'est d'essayer de copuler comme une espèce animale particulière, ou du moins comme vous imagineriez qu'elle peut copuler. Alors évidemment, avec l'éléphant, mon imagination n'a pas besoin d'aller très très loin pour imaginer ce qui va se passer. Et c'est une façon donc de faire l'amour un petit peu différemment. Et si par exemple vous choisissez un animal plus sauvage, ça vous permet peut-être de griffer, de mordre, de rugir de plaisir. Si vous choisissez par exemple un serpent, vous allez ramper sur le corps de l'autre. Enfin bref, après tout, tout est possible. Le but du jeu, c'est à la fois de faire fonctionner votre imaginaire et puis de faire les choses un peu différemment. Voilà. Et puis si ça se termine plutôt par une crise de rire, pourquoi pas. C'est très très bien. Je veux dire, je ne voudrais pas qu'il y ait de fracture de quoi que ce soit. Bon, ce soir, je fais le crocodile. Ah, le crocodile. Dites donc. Vous savez que c'est un des animaux qui a la queue la plus dure et la plus longue. Voilà ce que j'en déduis, moi. Maintenant, pas forcément la plus douce. Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. Bon, bref, allez. On revient maintenant au débat du jour. Est-ce qu'il faut toujours laisser ses émotions s'exprimer, même la colère? C'est Muriel qui est avec nous et qui est tout à fait convaincue de cela. Bonjour. Flora, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. C'est Flora qui est pour... N'est-ce pas? C'est bien ça. Alors, je crois qu'on est en train de me raconter n'importe quoi, là. Oui. C'est ça. C'est Flora, oui. C'est Flora qui est pour, c'est bien ça? Oui, d'accord. Oui, bonjour. Excusez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi, c'est parce que j'avais pas tout à fait ça sur mon écran, donc ça devenait compliqué. Mais on va y arriver. Donc Flora, vous pensez qu'il faut toujours laisser ses émotions s'exprimer, même la colère, mais nous avons Lana qui n'est pas d'accord. Bonjour Lana. Bonjour Rachid, bonjour Stéphane. Bonjour. Et bonjour Flora. Bonjour Lana, pardon. Bon. Bonjour Stéphane et bonjour Brigitte. Bonjour à tous. Voilà, on s'est tous dit bonjour et maintenant c'est Flora qui va essayer de convaincre Lana. On vous écoute Flora. Alors moi je la retiens, la colère. J'ai tendance à être une écorchée vive et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Au contraire, ça rendait la communication et l'échange stérile. Parce que je pense que déjà le corps parle de lui-même quand nous sommes en colère. Déjà ça parle et bon, ça transmet pas mal de choses. Et en fait, pour moi, je prends du recul et je me questionne par rapport à cette colère. Pourquoi je me mets dans un tel état? Qu'est-ce qui fait que voilà? Et je prends du recul et j'analyse la situation avant de m'emporter. Donc vous ne la laissez pas s'exprimer immédiatement? Non, moi je la retiens. moi je la retiens. D'accord. Donc vous n'êtes pas tout à fait pour. Et vous, Lana, qu'est-ce que vous diriez à Flora? Alors moi justement c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'en fait si on a une colère envers soi-même ou envers quelqu'un d'autre ou face à une situation, ça vient justement mettre le doigt qu'il y a quelque chose qui ne convient pas et qui vient nous toucher. Alors à juste titre ou pas, mais ça veut dire tiens j'ai quelque chose qui se passe. En tout cas c'est notre ressenti. Après notre ressenti il est forcément juste pour nous. Voilà, juste pour nous. Et justement, je pense que le fait de libérer la colère va permettre justement de libérer les émotions. Alors par contre, attention, quand on libère la colère, il y a plusieurs façons de le faire. Mais je pense qu'en effet, quand on est en colère, on sort un petit peu de ses gonds et qu'on n'a pas toujours les facultés. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre un frein. Mais pour moi, libérer sa colère va déjà permettre de sortir ce qu'on a en nous qui est désagréable et également de faire des mises au point, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si je suis en colère vis-à-vis de quelqu'un ou face à quelque chose et je vais l'exprimer, pour moi c'est très très important de s'exprimer, c'est-à-dire que je vais essayer d'éclaircir ou d'éclairer une situation. C'est aussi se faire respecter. Ça veut dire quoi, Lana? Ça veut dire que si vous êtes en colère, vous dites à la personne avec qui vous êtes en colère, tu m'as mise en colère ou je suis en colère?
Alors non, le tu qui tue, moi je suis pas trop fan de tu m'as mise en colère. Je vais plutôt dire, je vais essayer parce que c'est pas toujours simple. Il y a des colères qu'on peut maîtriser et il y en a d'autres qu'on peut pas forcément toujours maîtriser. Mais c'est plutôt d'essayer de dire, écoute là, je vais pas bien et je suis en colère ou parce que je trouve que c'est injuste ou parce que voilà je ressens telle chose. Alors je dis pas que quand je vais libérer ma colère, c'est peut-être moi qui suis dans le faux et j'ai peut-être tort. Mais je vais essayer quand même de dire, voilà, essayer d'éclaircir et d'éclairer en disant, mais voilà ce que moi je ressens, voilà ce que je vis et voilà dans quel état ça me met. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est important mais par contre, il faut bien sûr le faire pas avec des cris, pas avec des objets qui volent, parce que peut-être qu'une autre personne aurait pu vous dire, mais oui, il faut libérer la colère en balançant des objets ou en s'insultant. Non, pas du tout. Je pense que la colère, il est bon de la libérer, mais avec une certaine forme d'intelligence et en étant plutôt pacifique, en disant voilà. Et aussi se faire respecter. Et je pense que la colère peut aussi exprimer un point de vue. C'est-à-dire, bah tiens, moi je l'ai pas vu comme toi, tu me le dis et peut-être que ça peut permettre une réconciliation. Puis si c'est avec son amoureux sur l'oreiller, ce sera encore pas plus mal. Flora, qu'est-ce que vous répondez à Lana ? Oui, je peux. Alors, c'est très bien de le déposer. Moi, je pense que c'est bien aussi de le déposer face à l'autre, de manière à ce qu'ils prennent conscience de notre état à l'instant T. Après, est-ce qu'on est en capacité, avec toutes ces émotions qui débordent, parce que la colère, c'est un trop plein d'émotions aussi. Est-ce qu'on est en capacité de recevoir et d'être à l'écoute de l'autre dans là, je pense que, enfin, moi personnellement, je suis pas capable de communiquer dans cet état-là. Donc, je préfère renvoyer à plus tard et dire, écoute, je suis pas en état 2, mais c'est pas le moment, on en reparlera. Voilà. Alors, justement, la colère, oui, ce que vous dites est tout à fait juste, Flora. C'est certainement l'émotion qui nous submerge le plus et qui est la plus difficile à retenir quand on est face à quelqu'un qui nous a mis en colère. Stéphane Clerget ? Je ne sais pas si c'est plus difficile que l'amour. Parce que parfois, quand on désire quelqu'un, c'est dur à gérer aussi. Hein. Ah, oui, ça, ouais. Oui, mais là, on est déjà dans quelque chose qui n'est pas d'une émotion pure. Oui, c'est plus complexe. L'amour, le désir, on est déjà dans des sentiments. Enfin, ou alors, on va dire la joie, le fou rire, c'est pas toujours facile à retenir. Dans un enterrement, c'est un peu embêtant. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Non, mais. Après... Non mais oui, pardon. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, pardon, moi je suis en plus d'un tempérament très impulsif, je suis en plus bélier, donc je fonce et je réfléchis après. Donc c'est pour ça que je ne m'autorise pas à m'emballer, je prends beaucoup de recul, voilà, et je me rends compte que c'est salvateur dans un échange, dans une communication, parce que ça peut amener de la stérilité, au contraire des regrets après, quoi. Hein. On se dit mince, on a dit ça alors que sur le moment tout est sorti. Mais moi, je crois que si on était capable, mais je ne suis pas sûre moi-même d'en être capable, mais je crois que si on était capable, lors d'une dispute avec son partenaire, de dire, écoute, arrêtons là parce que je suis très en colère et on reprendra plus tard, je pense que ça pourrait être tout à fait bien, parce que finalement, c'est déjà arrivé à accepter qu'on est en colère et ensuite... comprendre pourquoi on est en colère, mais éviter, parce que quand on est en colère, on va forcément dire des choses qui vont dépasser ce qu'on aurait envie de dire à ce moment-là, hein, je crois. Oui, mais ça, c'est déjà une maîtrise. C'est-à-dire, à partir du moment où on est capable de dire « je suis en colère » très calmement, c'est que ça y est. Très calmement, je ne suis pas sûre qu'on peut le dire. Mais en tout cas, sans exploser de colère, c'est qu'on maîtrise. Donc oui, la question, elle est de la maîtrise des émotions. Et pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas, effectivement, que nos émotions nous portent préjudice. Que ce soit rire à un enterrement ou hurler et insulter quelqu'un, ça génère du préjudice ou ça blesse, en tout cas, l'entourage. Donc oui, l'idée, c'est est-ce qu'il faut toujours maîtriser ses émotions ou pas. Ce qui est sûr, c'est que quand on est seul, c'est moins gênant de ne pas les maîtriser. Si on rigole tout seul ou si on donne des coups de poing dans son coussin, ça dérange personne.
Oui, donc je crois, enfin, c'est un peu ce que vous dites toutes les deux, hein, Flora, Lana et Stéphane le dit aussi, et moi aussi, en fait. Non, il ne faut pas toujours laisser ses émotions s'exprimer, malheureusement. Mais en revanche, il faut être toujours lucide sur ce qu'on ressent. Oui. Il faut se les exprimer à soi-même, mais pas forcément en société. Oui, repérer ce qui a déclenché, mais c'est des fois dans l'après-coup qu'on se rend compte, tiens, mais pourquoi j'ai explosé comme ça ? Ah ben oui, il a dit ça. Mais c'est ça, vous avez raison, il faut après-coup au moins analyser aussi ce qui s'est passé quand on a eu un débordement émotionnel, quel qu'il soit. Et même le fou rire à l'enterrement, c'est que finalement, des fois le fou rire, c'est une tristesse qu'on refuse et qu'on transforme en rire. Et parfois la colère, c'est pas l'émotion originelle. Parfois une autre émotion derrière. Ça peut être une peur. Ça peut être une peur, par exemple. Bien sûr. Alors, Flora, Lana, est-ce qu'il y a une de vous deux qui a envie d'ajouter quelque chose ? Allez-y, hein, vous êtes encore à l'antenne. Ne vous gênez pas. Même si vous êtes en colère, vous pouvez vous exprimer. C'est du catch féminin. Alors moi, je vais me permettre. Alors, je suis pas du tout en colère aujourd'hui. Non, je pense qu'en fait, la colère vient mettre le point sur quelque chose qui ne nous correspond pas ou qui ne nous convient pas. Après, c'est vrai, comme le disait Flora, on a plusieurs personnalités et c'est vrai que des fois, il est bon de se contenir parce que on peut causer de plus gros dégâts et parfois irréversibles. Moi, Brigitte, quand vous avez dit, moi j'étais quelqu'un avant qui était très en colère et qui pouvait taper dans les portes ou foutre un coup de poing quelque part sur le mur. Et en fait, je me suis aperçue que ça fonctionnait pas. Et c'est pour ça, peut-être qu'avec l'âge aidant, j'arrive à maintenant à me calmer et à me taire. Et après, voilà, dire non, là, ça va pas. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend des gens, des situations, de qui on est en face de nous, de quelle est la raison de la colère. Je pense que c'est un vaste sujet. Et en quelques minutes, c'est pas simple. C'est très compliqué, absolument. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Flora, merci Lana. Justement, Stéphane Clerget, face à un enfant qui est très en colère, quels conseils vous donnez aux parents ? Encore une fois, c'est un enfant, donc c'est normal qu'il contrôle pas sa colère. Bien sûr, donc il faut l'accepter, il faut pas paniquer, il faut pas se mettre en colère si on y arrive, parce que sinon ça légitime cette colère. Au contraire, il faut se conduire comme on aimerait qu'il se conduise avec lui. C'est-à-dire qu'il faut l'aider à s'auto-apaiser. Donc il faut qu'on l'apaise. Quand il est en colère, il faut qu'il apprenne à la contrôler. Et c'est en étant à côté de lui, en l'apaisant, éventuellement en l'isolant, s'il n'y arrive pas, qu'on peut l'aider à baisser sa colère. Mais l'objectif, il doit être là. Bien sûr, évidemment. Merci en tout cas à toutes les deux. Et on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Stéphane Clerget, pédopsychiatre, auteur de nombreux ouvrages, dont Hypersensible, hyper amoureux aux éditions de la Musardine. Alors je crois, Stéphane Clerget, que ça fait du bien à tout le monde, cette émission, parce que ça permet à tout le monde de se rendre compte que, notre sensibilité, elle est là, elle nous joue parfois des tours, et c'est bien Elle est physique et elle est émotionnelle. Et vous disiez hors antenne, vous rappeliez qu'au début du XXe siècle, on pensait que les bébés ressentaient rien et on les opérait sans anesthésie. C'est aussi ça, reconnaître la sensibilité d'un enfant, elle est à la fois physique et émotionnelle. Oui, c'est terrible. On avance quand même. Parfois, non mais c'est vrai, parfois on a un peu l'impression que l'humain ne change pas, mais quand même on avance. Le mot empathie, il est assez récent. Enfin, il y a plein de choses qui avancent. On parle d'intelligence émotionnelle, ça c'est pareil, c'était un terme totalement ignoré il y a 30 ans. Il y a même l'intelligence spirituelle. Oui, pourquoi pas, on pourra en parler une autre fois. Bonjour Marie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de m'accueillir sur l'antenne. Mais je vous en prie. Alors, moi, en fait, j'ai divorcé il y a plus de presque 20 ans, en fait. Et donc, mes filles, j'ai 2 filles, avaient 5 et 2 ans. Et en fait, j'avais vraiment la tête dans le guidon. Moi-même, j'étais dans un état très triste, etc. Et en fait, la petite,
je me suis rendu compte rapidement que elle faisait des crises, mais d'une force. Voilà, le soir, avant de se coucher, j'ai pas su gérer, hein, vraiment. Vous aviez la garde de... Non. En garde alternée. Exactement. Donc moi je me disais que c'était peut-être le changement, etc. Et je me suis pas trop posé la question. Et cela dit, c'est assez. Enfin, le changement de lieu sans arrêt pour un enfant de 2 ans, c'est perturbant. Hein. Oui, forcément, oui. Ouais. Et en fait, c'est au fur et à mesure du temps que j'ai à chaque fois qu'elle vivait quelque chose, c'était toujours exacerbé dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et donc, moi, je me suis dit, elle est peut-être un peu dans l'excès, comme son père, quoi. Dans l'excès, quand elle l'aime, c'est à fond. Quand un truc va pas, c'est les pleurs, mais c'est fort, quoi. Donc, moi, ça m'a un peu... perturbée en tout cas. Oui, voilà. Et ensuite, alors ça me fait sourire, Marie, parce que on entend souvent quand un enfant a un comportement qu'on n'apprécie pas trop et qu'on vient de se séparer, on a un peu tendance à dire que c'est peut-être le comportement qui vient du parent inverse. Hein. C'est de bonne guerre, hein, Marie. Et je suis désolée, mais lui, il est excessif, en fait. C'était un peu d'humour. Hein, Oui, et en fait, là, quand vous en avez parlé, Stéphane, moi j'ai reconnu des éléments. J'ai reconnu le côté, elle prend beaucoup de place, c'est tout le temps elle, et sa sœur, elle en devient presque, elle s'efface en fait. Et je me souviens des vêtements, les chaussettes, il fallait des chaussettes sans couture, quoi. C'était vraiment extrêmement compliqué. Oui, parce qu'il y avait une sensibilité des pieds qui faisait qu'elle ne supportait pas la couture dans les chaussettes, c'est ça ? Exactement, au niveau des orteils. Enfin, c'était, les vêtements qui grattent, les étiquettes, les choses comme ça. Et puis après, les copines, les amis, les fréquentations, ça a toujours été... ça prenait des proportions, voilà. Et aujourd'hui, alors ce que je savais pas et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on peut être aussi l'inverse. Et du coup, je pense que mon autre fille, elle est plutôt dans le côté hermétique. Hein. Vous voyez, elle dit rien, elle ressent rien, toujours dans la discrétion, le secret. Bon, je sais pas. Hein. En tout cas, moi, elles ont jamais été diagnostiquées. Mais moi aujourd'hui, j'ai vraiment très peur parce que c'est au niveau des relations sentimentales et je sais pas. Qu'est-ce qui vous fait peur, Marie ? Justement, quand Ambre est tombée amoureuse d'un garçon, et aujourd'hui les jeunes, c'est pas forcément des relations sérieuses. Ils sont en couple, mais pas en couple complètement. Enfin, c'est assez particulier, quoi. Et oui, voilà. L'engagement c'est pas tellement dans leur ADN, si je puis dire. Mais vous savez, un premier chagrin d'amour, c'est de toute façon souvent très dévastateur, quelle que soit l'époque. Et je crois, je crois que bien sûr. Oui, mais justement, je me dis, en ayant en plus cette sensibilité-là, moi j'ai vraiment peur que ça soit quadruplé, quoi, en fait. Donc. Moi, ce que je retiens, au-delà de votre peur, qui ne va pas servir à grand-chose, c'est le fait que vous y attendiez. Et c'est ça qui est important. C'est que vous savez que si elle a un chagrin d'amour, ça sera difficile pour elle. Et donc, vous êtes prête à l'accueillir et à la consoler et à l'accompagner. Donc, elle a cette chance-là. Mais est-ce que dans une personne qui est comme ça, qui a tendance à tout amplifier, c'est quoi l'attitude ? Parce que évidemment, moi, je lui dis, mais t'inquiète pas, ça va passer, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. C'est quoi, en fait c'est grand-chose quand même, hein, un chagrin d'amour, Marie. Oui, donc c'est quoi, en fait C'est rester à côté, ça peut être pleurer avec, ça peut être rassurer. C'est pas forcément des paroles, hein, c'est d'abord être présente. Et qu'elle puisse pleurer dans vos bras. L'accueillir dans... C'est ça, après s'il y a des paroles qui vous viennent, pourquoi pas. Mais c'est aussi les gestes, c'est aussi une présence, et puis évidemment un message d'espoir. Et c'est rappeler le temps d'avant. Parce que souvent, quand on a un chagrin d'amour, qu'on soit hypersensible ou pas,
on vit trop dans le présent. Et donc l'idée, vous, en tant que mère, c'est de rappeler qu'avant, elle allait bien, et qu'elle peut aller bien, et qu'avant, elle a eu aussi des épreuves qu'elle a surmontées. Vous êtes le témoin de ce qu'elle a été avant. Et que vous avez en tête, dans le cœur, le savoir qu'elle peut se réparer, qu'elle peut... Et ça, c'est rassurant pour elle aussi, parce qu'elle est totalement décontenancée. Elle oublie le passé, elle voit plus l'avenir. Et donc vous êtes cette espèce de corde à laquelle elle peut se rattacher, qui va unir son passé et son avenir. D'accord. C'est très beau. Oui, bien sûr, mais c'est là où vous êtes, en effet, son soutien dans un moment qui est forcément difficile. Le premier chagrin d'amour, il y a quelque chose qui dévaste totalement, parce qu'on a l'impression que c'est un... Qu'on s'en remettra pas, quoi. Que c'est, sur le moment, oui, bien sûr. Oui. Mais même plus tard, d'ailleurs. Les chagrins d'amour, c'est toujours des choses à prendre au sérieux, même quand on est très adulte et qu'on en a déjà eu. C'est un deuil à faire. C'est un deuil. On nous arrache une partie de nous-mêmes aussi, surtout à ces âges-là où, quand on est encore très jeune, on se nourrit. Son moi se nourrit de l'autre. Et quand l'autre nous abandonne, il y a quelque chose de nous-mêmes qui s'en va. Et là, vous êtes là pour, si je puis dire, pour remplir ce vide qui vient d'être fait par le départ de son amoureux. Et à ce moment-là, vous êtes là, vous, pour la soutenir et lui dire, c'est... Ne pas minimiser ce qu'elle vit, quoi. Non, surtout pas. Je pense que je pense que le côté c'est pas grave, un de perdu, 10 de retrouvé, c'est franchement pas une bonne réflexion. Et je pense, Stéphane, vous êtes d'accord? Oui, là, lui permettre de parler de ce qu'elle a ressenti, de ce qui s'est passé, de reprendre toute son historique avec cette personne, et vous, après, d'infuser, de parler un peu d'autre chose et de son passé ou de ce qui va se passer après. Et à l'inverse, est-ce que je peux vous demander un enfant sur qui on a l'impression que tout glisse, qu'il n'y a jamais d'émotion, qu'il n'y a jamais de... Comment est-ce qu'on peut l'amener à exprimer quand même un peu ce qu'elle ressent? C'est paradoxalement plus difficile parce qu'effectivement, si elle a une souffrance, elle va pas forcément l'exprimer, et du coup là, vous êtes obligé pour le coup de verbaliser davantage et d'essayer d'imaginer ce qu'elle peut ressentir. Que vous disiez vrai ou faux, vous allez tomber juste, pas juste, peu importe, mais c'est important qu'elle puisse entendre beaucoup de blabla. Comme ça, si vous visez juste, ça peut la soulager. C'est-à-dire, vous allez parler à sa place, en fait. D'accord. Donc là, pour le coup, il faut bavasser. Donc elle vit une rupture, elle me dit non, c'est bon, c'était là comme un accord, tout va bien. Et je lui dis est-ce que ça te manque pas? Est-ce que tu ressens pas un peu de manque? Donc elle va dire non, et donc vous allez dire moi je connais une telle qui a ressenti ceci, qui a ressenti là. Moi, quand j'ai perdu ma première rupture amoureuse, voilà ce que j'ai ressenti. Vous n'allez pas parler d'elle puisqu'elle va dire non. Vous allez parler de personnages de romans, de gens que vous connaissez, de vous-même. Et de copines. Donc c'est quoi? C'est l'autoriser à ressentir des choses? C'est quoi l'idée? Oui, c'est ça. C'est-à-dire vous allez essayer de raconter le plus de possibilités possibles, et donc avec un peu de chance, vous tomberez sur ce qu'elle ressent réellement, et ça va lui permettre d'avoir en effet miroir son ressenti, et ça va donc la rassurer sur son ressenti. D'accord. Parce que quand on a quitté, quand quelqu'un nous a quittés, on peut être en colère, on peut être triste, on peut être dévasté, on peut en effet s'en foutre. Mais comme vous ne savez pas, puisqu'elle ne vous dit rien, vous évoquez toutes les possibilités, et elle va se sentir reconnue dans l'une de ces possibilités-là. Il faut raconter donc du coup des histoires. De toute façon, pour guérir d'une histoire d'amour, il faut se raconter des histoires. Et donc, il faut que comme elle s'en raconte pas, vous allez lui en raconter. Voilà, le conseil de Stéphane Clerget. Et donc, lire des romans d'amour. Il y a tellement d'histoires d'amour qui finissent mal. Mais vous avez raison, lire des romans d'amour, ils en lisent plus, les jeunes. Or, il y a plein de réponses.
Mais Il y a bien plein de sûr, réponses. dans les grands classiques évidemment, mais même dans les... Bon, vous savez que c'est la new romance maintenant qui marche très très bien auprès des tant ados. mieux. Non, je savais pas, mais tant mieux. Je suis rassuré de voir qu'il y a des... Oui, il y a tout un courant de new romance là, qui D'accord, marche très très bien. très fort, Bah, c'est surtout très bien. pour les adolescentes. Eh ben voilà, mais achetez voilà. ça à vos ados. Exactement. Eh bien, c'est parfait. Stéphane Clerget, merci beaucoup. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Et ben oui, la sensibilité, c'est quand même bien. Sinon, on serait des robots. Hein. Oui. Heureusement qu'on est sensible quand même. Hein. C'est vrai. C'est vrai que beaucoup de gens prennent plein de médicaments pour plus ressentir. Hein. Tous ces antidépresseurs, c'est pour plus ressentir. Or, il faut assumer sa sensibilité. Ben oui, c'est plutôt bien. Et je rappelle le titre de votre livre, Hypersensible, hyper amoureux, aux éditions de la Musardine. Vous avez le dernier, c'est également c'est aux éditions Le Duc, le cerveau médecin, dans lequel vous nous expliquez à quel point on peut aussi mieux se soigner sans prendre que des médicaments tout le temps voilà. Et encore et toujours. Hein, c'est évidemment. Notre cerveau nous guérit. Exactement. Tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Philippe Breneau. On va parler de paraphilie. C'est le mot qui remplace un peu la perversion dans la sexualité, vous verrez, c'est tout à fait intéressant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai.